ami lecteur, bien le bonjour et ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de la Grande Tribune cette fois-ci. Merci de nous accorder votre confiance. La Grande Tribune, c'est cette espèce de décryptage des unes. Mais alors, les meilleurs parus en Afrique pour ce jour, pour vous permettre d'avoir la totalité de l'actualité africaine. Je ne serai pas seul dans cet exercice. Si ardueux, Dieu seul connaît. Je suis si bien accompagné. Pierre Claver Nkodo, le directeur de la publication de Horizon Nouveau, il est sur ce plateau. Bonjour Pierre Claver Nkodo. Bonjour Raoul, bonjour aux milliards de téléspectateurs de la chaîne Afrique Média dans le monde et au-delà. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve. Ravi de vous avoir encore ce matin. Votre fidélité nous honore. Quand on fait appel à vous, vous êtes toujours là. C'est ça, c'est une marque de fidélité. Merci d'être venu pour apporter votre expertise à nos nombreux téléspectateurs. Vous avez parlé, hein, vous les avez chiffrés en milliards. En milliards, bien sûr. OK. Et au-delà, dans le monde et au-delà. On prend une légère transition, on y revient pour la première. Alors, nous allons en République démocratique du Congo, notamment avec la prospérité en kiosque depuis quelques heures seulement. Que dit donc cette une de la prospérité, parti regroupement politique en République démocratique du Congo, la liste complète sur la table de la CENI, entendez la Commission électorale nationale indépendante. C'est donc désormais connu, près de 600 partis politiques et près d'une centaine de regroupements politiques iront aux urnes lors des échéances électorales futures. Et plus précisément d'ailleurs cette élection qui est très attendue, celle du 23, je crois, le 23 décembre 2018, une élection présidentielle qui devrait donc marquer une alternance dans ces pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Pierre Claver Nkodo, c'est quand même un peu trop, on parle de plus de 600 partis politiques qui doivent concourir au suffrage. Et cela ne donne pas quand même, cela donne toutes les chances aux partis au pouvoir de ici encore au sommet de toutes choses. Raoul, cela donne le tournis. Simplement 600 partis politiques engagés dans une élection présidentielle, fut-il Congo, c'est vrai, c'est un pays qui compte... assez vaste. Qui est assez vaste et qui compte... un peu plus de 35 millions d'électeurs. Un peu plus de 35 millions d'électeurs. Population d'un peu plus de 35 millions, oui. Oui, mais 600 partis, c'est juste là, cela dénote en fait que nous ne sommes pas encore capables que les leaders politiques chez nous, en Afrique, ne sont pas encore capables de cristalliser les attentes d'une manière générale de leur peuple. Parce que là, vous allez vous retrouver certainement avec des partis essentiellement tribaux. Tribaux, parce qu'il faut aussi savoir que le Congo, la RDC est un pays qui compte énormément de tribus. Oui. Et même s'il paraît qu'il y a une langue qui semble être dominante, le lingala, je crois. Oui, le lingala est la langue dominante, mais le lingala, c'est une langue nationale. Toutes les tribus en RDC parlent le lingala, même jusqu'au Congo, Brazzaville, tout le monde parle le lingala. Ce n'est pas une identité fondamentalement congolaise de la République de la RDC. C'est une identité linguistique qui couvre quand même des dizaines de millions d'habitants de ce côté. Alors, on peut noter quand même une avancée au niveau du processus électoral. On voit ces partis d'opposition qui, plus ou moins, ne voulaient pas aller aux élections le 23 décembre prochain, mais contre toute attente, ils partent quand même malgré eux. C'est dit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Est-ce qu'il y a une avancée notable dans soit des négociations, ou tout au moins dans la perception même de la vie politique en République démocratique du Congo? Je crois qu'il y a une avancée véritablement notable dans la vie politique de la RDC, parce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, les partis politiques étaient réfractaires. Ils refusaient d'ailleurs que cette élection du 23 décembre ait lieu, mais les voilà 600, espérons que d'ici là, il n'y aura pas de défection et qu'il y aura davantage des regroupements, des mutualisations pour qu'au lieu de 600, on se retrouve avec moins d'une centaine de partis qui pourront en fait affronter le parti au pouvoir. Parce qu'en rang dispersé comme ça s'annonce, ce sera très très difficile pour d'avoir 600 présidents. Tout à fait. On en a besoin à une alternance. Voilà. Ça sera effectivement difficile. On sort de cette une de la prospérité. Nous convoquons maintenant Cameroun Tribune, et aussi en kiosque depuis quelques heures, le quotidien national gouvernemental camerounais est en kiosque. Et que dit la une?
Paul Biya, de retour, titre alors Cameroun Tribune, le président de la République, qui accompagnait la première dame Chantal Biya de gagner Yaoundé hier soir, à l'issue de son éclatante visite d'État de 3 jours en Chine. A dit d'ailleurs les leçons de cette visite dans ce numéro que vous propose Cameroun Tribune ce jour. Pierre Claver Nkodo, 5 accords ont été signés la première journée même de la visite du président camerounais en Chine. Il faut dire que la Chine demeure un partenaire assez sérieux et essentiel pour le Cameroun. La Chine demeure un partenaire essentiel. Vous savez, la Chine, les relations entre la Chine et le Cameroun ne datent pas de 1972, datent de la signature, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Chine a failli, a même voulu s'impliquer directement dans la lutte nationaliste avant l'indépendance du Cameroun. Cela a valu regretter Enes Wandje un long séjour en Chine. Et voir aujourd'hui ces relations prendre la tournure qu'elles prennent dans le contexte actuel, je crois que cela est à saluer et à mettre à l'initiative de du président de la République qui se saisit de toutes les opportunités que la Chine nous offre pour pouvoir nous sortir du marasme du sous-développement. D'ailleurs, le président de la République l'a dit, la Chine ne prend la part de personne. Et je me rappelle bien de cette citation, c'était bref, mais c'était bien pointé là. Lorsqu'un journaliste français lui demande quelle est la nature, quels sont vos rapports avec la Chine, alors il répond simplement des rapports d'amitié, tout comme avec la France, mais la Chine n'enlève rien à personne. Et ça, c'est une réalité. Je crois qu'elle n'a pas seulement voulu dire la Chine n'escroque personne ou alors la Chine ne pille personne. De toute manière, on note que le chef de l'État camerounais, après 3 jours d'un séjour passé là-bas en Chine, est rentré. Il a regagné Yaoundé hier soir en compagnie de son épouse. Nous entrons également dans des choses sérieuses. Nous continuons dans la même lancée. Allons-y avec The Guardian Post. Également en kiosque ce matin, c'est le quotidien d'obédience anglo-saxonne. La défaite du RDPC dans le Nord-Ouest intéresse d'ailleurs The Guardian Post. Pour ce qui est des sénatoriales de 2018, ainsi le Premier ministre n'a pas pu faire un bon score comme il y a 5 ans à cause des candidats jugés impopulaires par le journal. Ainsi, le SDF remporte donc haut la main dans la région du Nord-Ouest. En fait, ce sont les tendances qui sont venues de part et d'autre par les médias interposés. Alors, Pierre Claver Nkodo, finalement, le RDPC n'aura plus les 7 sénateurs comme il y en avait en 5 ans. Vous vous en souvenez, dans le Nord-Ouest, le RDPC avait rappelé les 7 sénateurs. Qu'est-ce qui, selon vous, a habilité en la déchéance de ce parti? C'est la situation sociopolitique de la zone anglophone qui a milité en faveur de la défaite du RDPC. Vous savez, le RDPC a quand même la majorité des conseillers municipaux. Or, la sénatoriale chez nous, au Cameroun, c'est un collège électoral constitué de conseillers municipaux. Qu'on appelle désormais les grands électeurs. Qu'on appelle désormais les grands électeurs. Alors, si, malgré cela, le RDPC s'est fait battre par le SDF, ça signifie que sur le plan politique, il y a un malaise. Il y a un malaise et les conseils municipaux de ce côté-là ont décidé de faire entendre leur voix et de rappeler à leur parti que ça ne va pas et qu'ils ont exprimé leur désamour contre leur parti. Alors, mais on parlait des figures de proue de ce parti qui, visiblement, n'avait pas l'adhésion des populations qui ont plus ou moins milité également à la défaite du RDPC. Est-ce que, là encore, le parti au pouvoir a échoué un peu sur, il faut dire, les hommes qu'il fallait à la place? Ça a toujours été fatalement ça dans certaines formations au pouvoir chez nous en Afrique, parce que ceux qui sont aux affaires ne sont pas forcément ceux qui bénéficient du soutien populaire. Et là même encore que ça, il ne s'agit pas ici d'un soutien populaire, il s'agit d'un soutien des grands électeurs qui ne font que représenter une population. Et je crois qu'il faudrait que le RDPC tire des leçons et puisse, parce que vous vous souvenez, lors des derniers renouvellements des organes de base, il y a eu des remous au sein de ce parti. Il y a eu des remous au sein de ce parti et ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest n'est que symptomatique de ce qui se passe partout au sein du RDPC lors de la représentativité des élus locaux.
Nous allons sortir de là, on n'en dira pas plus sur cette une de The Guardian Post. Info Matin était également en kiosque ce matin. Sénatorial 2018, on va quasiment dans la même lancée. Comment Laurent Esso a joué à Yabassi? Quoi savoir dans Info Matin qui précise que sous la conduite du patron politique du RDPC pour le littoral, le parti au pouvoir a réussi l'exploit de retourner les conseillers municipaux UFP. Il faut dire que le parti de Didier Billet, qui patronne dans l'OCAM, finalement, s'est vu renversé dans son propre territoire. Il faut dire que Laurent Esso, d'après Info Matin, Laurent Esso a fait du bon boulot. Comment a-t-il fait donc pour retourner ses conseillers municipaux contre leur propre parti et voter le RDPC? Vous pouvez imaginer quelque chose? Je crois qu'il a dû... l'argent a circulé, c'est tout, mais ce n'est pas une bonne il y en a qui ont voulu toucher l'argent pour la dernière fois. Voilà, ce n'est pas une bonne démarche politique. Et je vois davantage dans ce jeu-là, déjà le maire même de Yabassi, qui n'est pas... Vous voulez parler de mon ami Jacques Maboula? Oui, lui, il s'est retrouvé dans le RDPC entre-temps, alors que... Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est les informations que nous recevons, c'est l'actualité qui nous rappelle qu'il s'est retrouvé au sein du RDPC. Donc il devait être le premier là à démarcher ses collègues pour qu'il se retrouve, pour qu'il vote pour le RDPC. En politique, on le dit très souvent, il n'y a pas d'amitié, mais il n'y a que des intérêts. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'il avait fait montre là-bas. Mais vous en souvenez qu'entre Didier Billet et le maire de Yabassi, ça ne tenait plus ces derniers temps. Il avait déjà couteau tiré, et d'ailleurs, il se faisait attaquer par médias interposés. Oui, mais non, mais c'était un bras de fer qui était, était engagé et ça a débouché sur... Donc Jacques Maboula a trouvé un autre terrain d'expression. C'est tout, c'est tout. Comme tu le disais tantôt, mon cher, il n'y a que des intérêts, c'est pas le sentiment, il n'y a que des intérêts en politique. De toute manière, on retient la leçon que dans le CAM, le RDPC a fait vapeur, alors que le parti qui était supposé rafler quand même une bonne mise de voix là-bas a plutôt renversé la vapeur en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'où la grande satisfaction de M. Laurent Esso, qui est d'ailleurs le patron du parti au pouvoir dans le littoral. Kamel Presse, aussi en kiosque depuis quelques heures, infrastructure. L'ambassadeur de France à Lompanga, c'est donc Kamel Presse, Gilles Thibault, était le 22-23 mars dernier sur les hauteurs du barrage du retenu d'eau dans la région de l'Est du Cameroun. Nos confrères nous font d'ailleurs savoir que les réalisations de l'Agence française de développement sont passées au pain fin. Une visite de courtoisie, il faut dire, mais qui annonce quand même un chantier définitivement fini, si on peut le dire ainsi. Un chantier qui bientôt va arroser quasiment tout le pays et les pays voisins. Oui, c'est une visite prémonitoire de la mise en route de ce barrage. Bon, maintenant, quel est l'apport réel de la France? Je crois que la France est dans une démarche diplomatique classique, c'est-à-dire pour nous rappeler qu'elle est bien présente dans des questions de développement du pays, malgré que 50 ans après l'indépendance, qu'on soit toujours en train de tourner en rond. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent que les travaux de faisabilité de cet ouvrage ont été financés entièrement par la coopération française. Donc, la France a énormément apporté son appui dans la construction de ce barrage de Lompanga qui devrait, il faut dire, mettre un terme à ce qu'on appelle très souvent les délestages qui sont observés de part et d'autre au Cameroun. Alors, c'était donc de bon ton que l'ambassadeur de France aille lui-même témoigner de ses propres yeux l'ouvrage qui est quasiment debout et qui d'ici quelques temps pourra faire la fierté du Cameroun et des pays voisins. On sort de Kamel Presse, on n'en dira pas plus là. Le point hebdo aussi en kiosque ce jour. Surfacturation, rétro-commission, corruption, Sola et les Chinois crucifient Mebengo. Ça, c'est un titre assez dangereux. Au fait, selon le point hebdo, le président Paul Biya, en visite donc en Chine il y a quelques jours, a reçu plus de 10 kg de paraffeur et autres preuves qui accablent l'ancien ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense. Dans certaines commandes effectuées à l'Empire du Milieu, là on évoque plus de 300 millions de dollars perçus par l'ex-MINDEF, Pierre-Claver Gono. C'est assez grave ça. C'est même trop grave. Nous sommes en plein pied dans la question des rétrocommissions. Donc nos ministres ont pris l'habitude de toucher dans tous les gros projets, dans tous les grands projets. Or, la Chine, aujourd'hui, est un gros investisseur au Cameroun. Et si on parle de 300 millions touchés avec preuve à l'appui,
C'était trop grave. Parce que voilà 300 millions de dollars qui rentrent dans la poche d'un individu, mais qui seront remboursés par le contribuable camerounais. Vous savez, je veux que l'opération est perdue en cours continue. Mais finalement, on ne comprend pas pourquoi il est encore dehors, ce monsieur. D'ailleurs, d'après certaines sources, à moins que ça ne soit des fausses sources, il aurait fait un tour au tribunal criminel spécial hier. Peut-être que cela va se vérifier. Alors, est-ce que ce n'est pas surprenant qu'avec tant de preuves, nous ayons encore un individu qui, soit-il parti du gouvernement, est encore en train de déambuler les rues de la cité capitale, comme s'il y était. Il serait un bon client pour Koningui maintenant. Ce qui est sûr, c'est un monsieur qui ne dort plus comme toi et moi. Il doit dormir peut-être sous le lit ayant peur de que les pluies viennent le prendre dans son sommeil, si jamais c'est possible. De toute manière, lui, il n'aura pas la chance d'atteindre le Nigeria comme l'a fait Bati. Il n'aura aucune chance. Ça ne doit pas se répéter. Il n'aura pas cette chance. Il doit de prendre un avion ou un véhicule pour s'échapper. Même à pied, il n'ira d'une part. Dans tous les cas, il est cerné. Hein? Il est cerné de toutes parts. Et là, nos amis de Le Jour vont alors faire un très grand reportage quand il va se retrouver à Koningui. Ils iront certainement voir. Là, il sera même logé dans l'enceinte de cette prison. Merci donc à la réalisation qui a compris que nous voulions déjà convoquer Le Jour sur notre petit écran. De nouveaux prisonniers. Et d'ailleurs, Le Jour aime bien ce genre de reportage. D'ailleurs, je ne me trompe pas. Regardez vous-même la une de ce journal. On parle du portrait des nouveaux prisonniers du présent. Donc, qui sont donc désormais ceux-là, d'ailleurs les visages. Vous en connaissez quelques-uns là, Pierre Claver Kodo. Vous avez votre ami Basile Atandakuna qui se retrouve également. Je suis consolé de le voir parmi les autres, quoi. Vous avez reconnu vos amis qui sont... J'ai reconnu mes amis. Bon, on parlait tantôt de 300 millions de dollars touchés par son alter ego dans un contrat. Bon, vous savez, c'est la même chose, c'est les mêmes pratiques qui ont cours au sein de notre appareil. Moi, j'ai mal pour Bruno Bekono Ibé. Ce recteur, l'ancien recteur de... On l'accuse quand même d'avoir acheté du papier hygiénique pour 42 millions, mais je ne sais pas, toi aussi tu sais à quoi servirait 42 millions de papier hygiénique. De toute manière, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons suivre avec beaucoup d'attention cette opération épervier. D'ailleurs, le jour se fait dans le plaisir de vous dresser les portraits de quelques-uns, les nouveaux pensionnaires de Koningui qui sont allés en tout début de semaine passée, je crois, en fin de semaine passée pour quelques-uns, qui découvrent déjà leur nouveau milieu. Ils vont d'ailleurs y apprendre à vivre comme beaucoup en ont appris. Ils sont condamnés à s'y faire. D'ailleurs, c'est tout un gouvernement qui se retrouve désormais là-bas. Parmi eux, il y en a qui ne savent pas encore combien de temps ça leur prendra. Alors, on sort de... J'ai même suggéré par rapport à cette actualité. Tu sais, il y a beaucoup d'universitaires dans cette affaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas les occuper en ouvrant une faculté? Une faculté là en prison. Oui, je crois que ça peut être une bonne chose pour mais en tenant compte du fait qu'ils ne doivent pas enseigner la malgouvernance. Oui, effectivement. Ils ont de l'intelligence, ils ont suffisamment de connaissances qu'ils peuvent transmettre aux enfants qui sont là-bas. On peut trouver du travail pour eux. Hein. Ça peut leur permettre d'avoir un petit salaire quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis de ne pas s'ennuyer. C'est une idée, je crois que c'est une idée que vous lancez. Je crois que le gouvernement camerounais en prendra compte. Il faut quand même les occuper là-bas. Il faut les occuper et surtout les utiliser. Il faut les occuper. Et il faut les utiliser parce que la plupart ont quand même, sont des ceux qui sont grâce à la bourse. Grâce à la bourse. Allons-y avec les dépêches de Brazzaville. Nous sommes sortis du Cameroun notamment. On va maintenant aux choses un peu plus sérieuses avec les dépêches de Brazzaville. Qui ont également depuis quelques heures sécurité et renseignement. Les pays du Golfe de Guinée veulent renforcer la coopération. Les dépêches de Brazzaville nous apprennent d'ailleurs que la réunion extraordinaire des services de sécurité organisée le 23 mars à Brazzaville a permis que les pays du Golfe de Guinée prennent l'engagement de relancer les activités du Forum des services de sécurité et de renseignement. Je crois que de telles initiatives doivent être sanitaires. Pierre Claver, compte tenu du fait que la menace terroriste s'accentue davantage en Afrique. La menace terroriste fera désormais partie du quotidien des Africains. Et il importe donc désormais pour nos dirigeants de prendre des dispositions en temps réel. Et
pour pouvoir anticiper sur les méthodes de lutte. Et cette initiative est donc à saluer, parce qu'il s'agit pour eux, il s'agirait pour les pays concernés, dans les pays de la sous-région du Golfe de Guinée, qui sont d'ailleurs très riches, parce que partout il y a des richesses, il y a du pétrole, il y a des menaces terroristes. Vous savez, vous connaissez le principe. Il y a des océans qui engrangent également des énormes richesses. Voilà. Donc, il revient à nos dirigeants d'inscrire la menace terroriste permanente dans leur agenda politique. Et sinon, nous sommes dans un cycle de déstabilisation. Est-ce que ce n'est pas là le malheur des pays du Sahel qui attendent toujours ces financements qui ne viennent pas? Et entre-temps, les attaques terroristes font rage, notamment au Burkina Faso, au Mali et bien d'autres pays. Et le fait de ne pas revoir de telles initiatives pour mener une synergie d'action n'est pas là un problème? C'est un problème. Et maintenant, ça repose donc sur la volonté politique des dirigeants. Si les dirigeants ne peuvent pas avoir la volonté de sécuriser leur pays et préfèrent tendre la main à ceux-là même qui jouent le rôle de pompiers pyromanes. On est dans une espèce de statu quo qui ne peut engendrer que le chaos. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la zone du Sahel. Même le G5 Sahel. Le G5 Sahel n'a pas besoin de voir la France impliquée, parce que tout le monde le sait. Il faudrait qu'on arrête un peu de faire dans cette hypocrisie. C'est cette France qui s'y implique, mieux même que les pays comme ça. Elle s'implique justement, elle s'implique au niveau de l'armement parce qu'elle fait son business. Elle s'implique au niveau du renseignement parce qu'elle peut passer des informations à ce que vous combattez et même orienter cela à vous attaquer au moment opportun. Donc c'est du cycle, c'est de l'hypocrisie. Elle contrôle tout cette France de manière à pouvoir vous tenir. Et c'est de bonne guerre, parce que la France ne se nourrit que du chaos. S'il n'y a pas le chaos, la France ne peut pas exister. Il faudrait s'aimer le chaos par-ci, par-là pour pouvoir tirer les marrons du feu pendant que vous cassez la guerre. Quelqu'un avait dit ça, l'Afrique, la France est appelée à disparaître. C'est une réalité. Ça aussi, c'est prouvé. Il n'y a que les Africains qui n'en sont pas conscients. Il faut bien que les pays africains copient de telles initiatives pour pouvoir se débarrasser un peu de ces puissances coloniales qui ont de la peine à vivre sans leurs anciens colonies. Sortons des dépêches de Brazzaville, allons-y en N'Djamena avec Tchad Info, également en kiosque aujourd'hui. Que dit donc la une tchadienne? Le premier forum, on parle là maintenant de l'économie, le premier forum économique Tchad-Russie s'ouvre donc en N'Djamena. Le forum ouvert hier devrait s'étendre jusqu'au 28 mars en présence de plusieurs hommes d'affaires russes. Selon Tchad Info, dont les entrepreneurs russes sont intéressés par les secteurs du pétrole, les mines et l'agro-industrie au Tchad. Alors cette poussée d'Archimède qui fait en sorte que la Russie s'investisse désormais en Afrique et précisément en Afrique subsaharienne semble être peut-être de bon ton et de bonne guerre. Est-ce que la Russie peut également être comme un partenaire sérieux pour les Africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit? La Russie a ceci de positif. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale, et encore moins une puissance impérialiste. La Russie, par contre, a toujours joué le contrepoids face à la prédation mondiale organisée autour des pays de l'OTAN, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et les pays occidentaux. Maintenant, voir la Russie se déployer, c'est à mon avis, à mon humble avis, j'interprète cela comme sa volonté d'asseoir, d'influer sur la marche du monde et de nous ramener à un équilibre un peu plus humaniste. Parce que il n'y a pas longtemps, la Russie est arrivée en Centrafrique, où elle est d'ailleurs, les forces armées russes sont d'ailleurs chargées depuis peu de former les forces armées centrafricaines. Et je crois que d'ici quelques années, ce ne sera plus ce qu'on a vécu pendant les 50 ans que la France a fait semblant de s'occuper de ce volet-là. Il y a d'ailleurs très peu de temps, la France a menacé de rompre les relations diplomatiques avec la République centrafricaine. Il y a même eu un clash entre certains soldats français et les soldats russes en République centrafricaine. Mais qu'ils les essaient encore dans 3 ans, lorsque les soldats centrafricains seront bien formés. Alors, revenons un peu sur la présence russe en Afrique. Est-ce que là, bien qu'elle vienne ouvrir la concurrence, il y a la Chine qui s'implante fortement, il y a les États-Unis qui sont là, quasiment en train de chercher également leur espace. Il y a cette France qui est déjà là depuis fort longtemps. Et bien la Russie qui pointe également son nez. Est-ce que la concurrence qui s'active déjà en Afrique ne laisserait pas maintenant un peu de chance aux pays africains d'avoir une large ouverture sur les différents partenaires des pouvoirs jouent le jeu?
Naturellement, naturellement, parce que lorsqu'on on a eu un partenaire en situation de monopole pendant plusieurs décennies et qui ne nous a conduit nulle part, aujourd'hui il est de bon ton que d'autres partenaires, oui, comme la Russie, la Chine frappent à notre porte. Ça me rappelle d'ailleurs une citation du feu président Bongo qui disait que le Gabon c'est comme une jeune belle femme à la porte de laquelle plusieurs prétendants viennent toquer. Et je crois que c'est de ça le meilleur ça part. Voilà, et c'est lancé. La Russie qui cherche maintenant à s'installer, à prendre pied au Tchad. Et ça, c'est grâce à la volonté politique du président Idriss Déby. Parce qu'il faut quand même noter que la Russie ne vient pas. Quand on parle d'un forum, c'est un forum qui a été préparé depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Et le Tchad ne peut trouver que profit. Vous le savez, à travers le forum, à travers un forum économique, peut déboucher sur des ententes politiques et géopolitiques. Donc il faut souhaiter que cette initiative prospère et que soit pérenne et que le Tchad en profite. D'autant plus que le Tchad a le pétrole, le Tchad a des mines. Voilà. L'agro-industrie peut bel et bien s'implanter au Tchad malgré le climat et contrairement aux pays comme le Mali qui est aujourd'hui devenu un État balkanisé, parce que le Nord en réalité c'est un super État et ça n'a rien à voir avec le Sud du Mali. On sort de Tchad Info, allons-y en République centrafricaine avec Corbenius, aussi en kiosque aujourd'hui, Centrafrique, quand le service sécuritaire de la MINUSCA déclenche une fausse alerte à Bangui. La scène a eu lieu samedi alors que 3 cadres expatriés de la MINUSCA de passage dans un hôtel de la place, dans un état d'ivresse avancé, ont déclenché une alerte générale dans toute la capitale. Il faut dire qu'ils étaient 3, ils sont allés boire dans un hôtel. Pierre Claver-Kodo, voilà donc les militaires qui sont partis à la rescousse d'un peuple quasiment déchiqueté par les guerres tribales, se retrouvent eux-mêmes en train de boire comme des Polonais. Et subitement, vous savez ce qui s'est passé? C'est que pendant qu'ils buvaient ensemble, il y a un qui a senti qu'il était déjà vraiment à bout. Et il est sorti calmement, il a démarré sa voiture, il a démarré la pick-up avec laquelle ils sont arrivés. Ça dit aux deux autres que bon, moi je m'en vais déjà. Donc quand les deux autres finissent aussi de s'enivrer, ils n'ont plus, quasiment les yeux ne voient plus clair, ils veulent déjà rentrer. Ils se retrouvent maintenant, on constate que la pick-up n'est pas là. Et ils ne se rendent même pas compte que le troisième... Non, ils ne se demandent même pas que, mais comment? Nous étions 3, nous sommes maintenant 2, la troisième personne, les gars ont déclenché l'alarme. Et subitement, vous savez ce qui s'est passé. Un système de sécurité était déjà en place pour chercher une pick-up, pourtant qui dormait quelque part, qui n'avait pas de problème. Donc vous voyez que la boisson a conduit ces gens-là à une extrême folie. Et on se demande bien quel type de soldats sont finalement partis là-bas en République centrafricaine pour sécuriser ces populations. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs la preuve logique des faits qu'il y a des exactions commises chaque jour. Puisqu'ils sont sous, puisqu'ils passent le temps dans les passent le temps à boire. À guetter les femmes, les petites filles, les petites filles et tout ça, et pendant qu'ils sont sous, qui veillent sur la sécurité des populations dont ils ont la charge. Ils font des choses. Et curieusement, tout le monde regarde. Personne ne dit, on dit non, c'est la MINUSCA. Et quelle MINUSCA? Quels sont ces soldats de l'ONU même qui se retrouvent là-bas en République centrafricaine? J'aurais même voulu connaître la nationalité de ces buvards-là. Qu'est-ce qu'ils font au juste là-bas? Non, ils pillent les mines, ils pillent les richesses et ils violent les jeunes filles. C'est tout ce qu'ils font là-bas. Parce que, par exemple, les forces armées françaises, tu ne peux pas porter plainte à un soldat français pour des suites d'un viol. Ou alors, ils ont d'ailleurs déclaré un non-lieu dans leur tribunal. Voilà. Ils ont dit un non-lieu. De toute manière, Dieu vous voit. Comme quelqu'un dit souvent, faites tout, mais dites-vous qu'il y a un œil qui est sur vous et qui va finir par vous trahir un beau jour. Ça, c'est sûr. Sortons de la République centrafricaine, ce pays déchiqueté par une guerre qui ne dit pas son nom et dont on envoyait des soldats pour sécuriser le pays. Malheureusement, ces soldats même se livrent à des exactions hors pair qui nous donnent vraiment des hontes. Ce n'est pas la MINUSCA là qu'il fallait en République centrafricaine, des buveurs de vin, des soulards, des ivresses. Des ivrognes. Vraiment, c'est pas des ivrognes. Ça, ce n'est pas possible. Ça. Sortons de là maintenant, allons-y au Gabon maintenant avec l'Union. En kiosque également depuis quelques heures, cette une gabonaise, construction du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Mouila. Quel gâchis d'ailleurs. Pierre Claver-Kodo, vous regardez ce centre dans une broussaille qui n'a pas de nom. C'est un accord qui a été signé en 2008 par l'ancien Premier ministre Jean Eyege Ndong. Et ce centre devrait permettre donc aux jeunes d'acquérir des connaissances nécessaires dans des secteurs aussi variés que la mécanique, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Et jusqu'aujourd'hui, voilà l'image que nous renvoie ce centre. Les travaux, il faut le dire, Pierre Claver-Kodo, d'après nos amis de l'Union, étaient déjà financés à 85%.
dont on avait déjà un peu plus de 5 milliards de francs CFA qui étaient déjà sortis. Et regardez donc ce qu'a donné 5 milliards. Vous-même regardez cela. Ça ressemble à 5 milliards. Ça suffit que voilà un bon client pour l'opération Mamba. On ne comprend donc pas. Est-ce que le président Bongo ne peut pas, tout au moins, regarder un peu ce genre de choses et demander ceux qui ont géré ces pays bel et bien avant lui, on parle de 2008, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Est-ce que de ce fait, n'y a-t-il pas là, ce n'est pas le moment maintenant d'interroger, de questionner un peu la gouvernance de certains pays africains? Effectivement, il y a lieu de s'interroger sur la gouvernance et même sur le sens patriotique ou alors le sens d'appartenance à la nation, à une nation de certains de nos responsables. Parce que vous imaginez bien, je ne sais pas si c'est hallucinant ça, vous imaginez, voilà quelques poteaux que je vois, mais qui ont coûté 7 milliards de francs. Pourtant, l'infrastructure en question répondait à un besoin réel de développement. Des jeunes, il fallait absorber quand même ce flux. Absorber les jeunes, les former à des métiers qui pouvaient les conduire vers l'auto-emploi. Vous conviendrez avec moi que c'est plus qu'un scandale, c'est un crime, c'est un crime non violent. Et c'est vrai, il y a quelque temps, on a entendu parler du côté du Gabon de l'opération Mamba. Mamba, oui, effectivement. On espère que ce Mamba-là, au regard des faits pareils, aura énormément à faire. De toute manière, Bamba a du travail. Parce que quand vous regardez ce genre de choses, on se demande bien si nous sommes dans des pays... 7 milliards de francs pour monter 4 poteaux. Pierre Claver Kodo, cela, lorsque vous chiffrez, vous prenez un ingénieur, vous lui demandez d'aller vous faire des décomptes là, vous ne pouvez pas chiffrer cela à 30 millions de francs CFA. Bon, 10 millions même, ça ira. Hein. Je crois que 10 millions maximum. Et on vous parle d'un coût des milliards. De 7 milliards. Qui sont partis sur depuis 2008. Depuis 2008. Je crois que les responsables gabonais devraient vraiment se pencher sur cette question, tout au moins, parce que là, ça concerne les jeunes. C'est un centre de formation qui aurait pu aider les jeunes à on vous dit bien qu'il y avait là de l'accès à des métiers variés, la mécanique, l'agriculture et bien d'autres métiers. Les jeunes seraient sortis là et devenus des véritables entrepreneurs. C'est lui-même, celui qui est l'investisseur ou alors le bailleur de fonds qui a mis ses ressources à leur disposition n'est pas prêt à recommencer en voyant ce que c'est. En voyant des choses de ce genre. 85% du taux de financement au moment où ces travaux s'arrêtaient. Les raisons pour lesquelles les travaux se sont arrêtés, on n'en connaît pas du tout. Quelqu'un est entré dans ses caprices, il a décidé d'arrêter un chantier. Non, il l'a arrêté parce qu'il avait dit... Après avoir mis de l'argent dans les poches. Voilà. Nous sortons de là, allons-y en Côte d'Ivoire, voir un peu avec le sursaut en Côte d'Ivoire, alternance 2020, Bédié Ouattara, le deal qui passe mal. C'est le titre qui embrasse d'ailleurs le sursaut. Le quotidien révèle des choses sur les conflits qui se préparent. Alors, on parle d'un deal qui passe mal, à suivre certaines informations venant des confrères de la Côte d'Ivoire. En 2020, logiquement, d'après le deal, c'est le camp du PDCI qui devait donc proposer un président de la République. Cela ne semble plus être du goût de M. Ouattara. Est-ce que vous y voyez de la trahison tout simplement du jeu politique qui dit il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts? Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris à temps, comme Bédié. Parce qu'en passant des accords contre nature avec Ouattara pour faire partir Gbagbo, il croyait, il jubilait, il sabrait bien le champagne avec son ami Ouattara. Je me souviens même il y a peu, il y a une dame, une haute personnalité, une grande voix du EDR qui a déclaré il n'y a pas très longtemps que le départ de Ouattara pour la présidence ivoirienne, c'est pour 2050. C'était un peu pour dire que personne ne rêve. Ouattara est assis, ne compte pas. Et maintenant, tout ce qui restera à Bédié à faire, c'est de devenir un petit opposant qui passera le temps à pleurer dans l'Égypte. D'ailleurs, il y a d'autres une qui en parlent. Allons voir un peu avec l'Inter. L'Inter aussi en course depuis quelque temps. Face à la rébellion du PDCI, Ouattara, Soro, ça négocie fort. C'est la une de l'Inter qui remet d'ailleurs en jeu le président de l'Assemblée nationale. L'Inter dit d'ailleurs de ce fait que des hommes tapis dans l'ombre sont à la manœuvre, tandis que la pression semble être sur Bédié, qui est appelé à désigner le candidat du PDCI. Alors, est-ce que, on vous dit, face à la rébellion du PDCI Ouattara,
Soro, ça se négocie. Est-ce que, d'après l'Inter, Ouattara ne peut que faire avec Guillaume Soro, son allié d'hier, qui me semble-t-il depuis fort longtemps, veulent divorcer? Oui, son allié d'hier, c'est ça la politique de son allié d'hier, qu'il a même vu hégémonie à un moment donné, mais face à l'entrée en rébellion. Parce qu'il s'agit d'une entrée en rébellion de Dieu contre lui, il a oublié de se retourner vers son allié d'hier qui quand même... Est-ce que Ouattara peut jouer avec Soro sans le PDC? C'est possible? Pourquoi pas, c'est possible. C'est possible. Soro a quand même... Est-ce que vous pensez que Soro a suffisamment de soutien pour lui permettre d'engranger un électorat? Soro a suffisamment de terroristes pour pouvoir s'imposer dans le jeu politique ivoirien. Puisque en Côte d'Ivoire, c'est le terrorisme qui prime sur la politique, ce n'est pas les compétences. Sinon, Soro est là. Pourquoi Soro est là? Simplement parce qu'il a des forces armées non désarmées. Il a des forces non désarmées dans des forêts, dans des villages un peu partout au nord de la Côte d'Ivoire. Qui peuvent sortir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment et faire le coup de feu. Et tout le monde le sait. De toute manière, on voit également ces espèces d'alliances qui se tissent, qui se ficellent, tout au moins encore dans les coulisses, entre le Front populaire ivoirien, le PDCI, le RDR, PDCI. Finalement, quelle serait pour vous la meilleure alliance? Une alliance gagnante, laquelle? Raoul, je ne voudrais pas lire dans la boule de verre. Hein. Je voudrais pas lire dans la boule de verre. La malchance de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir porté Ouattara à la tête de ce pays-là. C'est là leur malheur. C'est leur malheur. Maintenant, si toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire peuvent se coaliser et mutualiser leurs énergies pour le faire partir en 2020, ma foi, ce serait l'idéal. Ce serait une bonne affaire. Ouais. En taisant naturellement. Pas pour vous, mais pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens, bien sûr, en taisant leur. Et pour l'Afrique qui a besoin d'émerger. Et l'Afrique qui a besoin des hommes politiques à son service, capables de défendre leur continent. Et non au service de la France. Nous restons en Côte d'Ivoire avec nos jours plus, qui nous plonge maintenant dans l'univers de ces sénatoriales qui ont eu lieu il y a quelques jours. C'était le 24 mars dernier en Côte d'Ivoire. Élection sénatoriale. Paris réussit donc pour Alassane Dramane Ouattara. C'est du moins l'avis du quotidien Le Jour Plus qui livre tout sur les 16 indépendants élus de leur parti d'origine. Alors, Pierre Claver-Enco de l'opposition a décidé de claquer la porte à ces élections, il faut le rappeler. Il y avait 66 sièges à pouvoir lors de ces sénatoriales. On vous dit qu'il y a eu 16 indépendants qui ont glané les voix. Donc, 50 sièges sont revenus au parti au pouvoir et ses alliés. C'est quand même déjà, ça annonce déjà ce qui pourrait être la prochaine, soit les prochaines législatives et présidentielles. Bien sûr, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Moi, je pense que la première erreur que l'on fait en politique, c'est de claquer la porte à une élection, qu'elle soit mal organisée ou bien organisée, mais mieux vaut vivre l'expérience et pouvoir corriger, pouvoir capitaliser par la suite. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara disposera d'un important levier pour influer sur le jeu politique ivoirien en matière de législation et autres. Lorsque les autres claquent la porte et s'ils pensent qu'on ne reviendra pas dessus, c'est Ouattara qui est au pouvoir. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Ouattara a des soutiens à l'extérieur et à l'intérieur, surtout à l'extérieur. Et Ouattara battra en mesure tant qu'il sera au pouvoir. Autant l'affronter que de dire non, on ne participe pas. De toute manière, cette élection sénatoriale ne permet pas de dégager clairement le jeu qui peut être peaufiné lors de la prochaine présidentielle. Il faudra peut-être attendre les législatives, si jamais elles auront lieu avant la présidentielle, pour lire un peu plus ce jeu politique et prétendre qui pourra finalement gagner les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, soit l'opposition et le parti en place. Tout dépendra également des alliances qui seront ficelées, soit entre le PDCI, le Front populaire ivoirien, ou entre le PDCI et le RDR, ou tout autre parti qui pourront donc ficeler des alliances pour permettre au moins à ce que le jeu politique soit de façon claire en Côte d'Ivoire. Mais de ces sénatoriales, il faut dire que le président Ouattara devrait nommer 33 sénateurs sur les 66 qui sont élus, 33 autres qui vont être nommés. Ça sera environ 99 sénateurs que comprendra donc
le Sénat de la Côte d'Ivoire. Allons au Mali, peut-être nous allons sortir par cette une, compte tenu du temps qui nous est imparti. Parlons un peu, le Premier ministre à Kidal, un non-lieu, comme semble le dire le pays qui est en course ce matin. Il y a 4 ans exactement, qu'aucun Premier ministre n'avait foulé de sol de Kidal. Soumeilou Maïga ordonne donc la réouverture de plus d'une centaine de salles de classe et demande d'ailleurs au maire de recruter les enseignants vacataires. Alors Pierre-Claver Kodo, est-ce qu'on peut fonder quand même l'espoir au vu de cette visite du Premier ministre malien qui était quand même un espoir à Kidal, où on sait que le djihad, où vous voulez, des djihadistes sont bel et bien assis. Il est allé et il a pu jouer son jeu. C'est quand même de l'espoir. C'est quand même de l'espoir, mais ça ne change pas grand-chose dans le fond, puisque Kidal reste un territoire rebelle qui est sous la coupe des djihadistes. Le Premier ministre y allait pour faire croire que l'État malien a toujours une influence politique réelle de ce côté-là, mais en réalité, même le Premier ministre sait très bien que le Mali, c'est un pays divisé en deux, et que le nord appartient à la rébellion, et le sud au gouvernement malien. Le fait donc, pour revenir sur le séjour du Premier ministre, je vois d'ailleurs que le confrère rappelle que c'est un non-événement. Si c'est un non-événement, c'est parce que justement, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce séjour du Premier ministre à Kidal, parce que ça ne changera rien dans le fond. Il ne va pas démanteler les bases de la rébellion, il ne démantèlera rien, la région continuera à se mouvoir, à lever les impôts. Est-ce que ça sera un risque maintenant que l'administration s'implante définitivement, alors qu'il y a encore ces poches de résistance qui de temps en temps perpétuent des attaques? De temps à autre, quand les rebelles seront fâchés, ils attaqueront une localité, comme toujours, ou alors ils enlèveront un responsable administratif. C'est tout. Donc c'est une zone d'insécurité. Tout le monde sait que c'est une zone d'insécurité. Tout le monde sait que ce n'est pas parce qu'un Premier ministre a fait un tour de ce côté-là que l'ordre reviendra. Pourtant, il faut que l'ordre règne à tout prix au Mali pour que ce pays puisse quand même jouir de sa totale liberté, Pierre-Claver Kodo. Le souci, le problème du Mali, comme je ne cesse de le répéter sur ce plateau, c'est le désir, la volonté d'un pays à traiter le chaos dans un autre pays pour pouvoir tirer profit pendant que les fils de ce pays se cassent la gueule, c'est tout. C'est partout, c'est la même chose en RCA, c'est la même chose partout, il y a le cas en Côte d'Ivoire, c'est la même chose partout. Donc c'est une politique qui est mise en place par l'ancienne puissance coloniale et qui lui permet de vous vendre les armes et de puiser vos ressources pendant que vous déchirez. De toute manière, la stratégie française, on la connaît si bien. S'aimer la panique, s'aimer le désordre, s'aimer le trouble pour permettre à ces pays de mieux accéder ces différentes politiques et de mieux vous tenir en haleine. De toute manière, le Mali, nous vous souhaitons beaucoup de chance. Mettez toute votre sagesse en jeu et nous croyons qu'un jour, vous allez retrouver toute votre liberté. Ça sera donc tout pour ce jour, Pierre-Claver Kodo. Il ne nous reste qu'à dire merci à nos téléspectateurs qui nous ont quand même suivis par milliards ce matin. Bien sûr, merci à nos milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin d'avoir consacré leur temps et rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Et ce sera avec le même plaisir d'ailleurs. Nous allons saluer la réalisation de Marius et la prise de vue de Joël ce jour. Et merci à vous de nous avoir accordé toute votre attention. Ne quittez pas, tout juste derrière moi, c'est le flash que vous a préparé Michel Zélir. Et après, vous aurez une panoplie de l'information, car Afrique Média, l'information est en continu.